Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Philippe. Bienvenue à cette nouvelle webconférence dont le thème aujourd'hui est l'engagement et la confiance des équipes en période de transformation, comment la maintenir, comment la booster, comment la pousser. C'est un sujet ô combien d'actualité, ô combien passionnant. Vous êtes d'ailleurs plus d'une soixantaine à vous être inscrits, tout secteur d'activité, ce qui prouve bien que ce sujet est un sujet prégnant dans les réflexions qui sont les vôtres. Pour m'accompagner sur ce sujet aujourd'hui, une experte de l'engagement et de la confiance, je veux nommer Caroline, directrice exécutive, qui va co-animer avec moi cette intervention. Je vous rappelle que vous avez la possibilité toujours de nous poser des questions via le chat et nous y répondrons avec plaisir lors de cet échange, lors de ce benchmark. Alors, première question, Caroline, pourquoi aujourd'hui ce thème plutôt qu'un autre? Pourquoi avoir choisi l'engagement et la confiance des équipes en période de transformation? Aujourd'hui, la totalité de nos clients cherchent à générer chez leurs collaborateurs de l'ouverture d'esprit, une capacité à se remettre en question, à être en audace, en agilité, face à des incertitudes multiples et variées. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'il y a une évolution très importante des métiers. On sait aujourd'hui que 65% de nos écoliers exerceront des métiers qui n'existent pas à ce jour. Pourquoi? Parce que ça va de l'essor du digital, le numérique, le vieillissement de la population, des besoins d'assistance croissants, et puis la conscience écologique aussi, qui fait qu'on ne sait pas de quoi les métiers de demain seront faits. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une concurrence exacerbée sur les marchés, qui font que les clients sont de plus en plus exigeants, attendent de plus en plus de services. Et donc, c'est fondamental pour les entreprises aujourd'hui de mener, pour certaines, de véritables transformations culturelles et managériales pour faire face à toutes ces réorganisations et ces incertitudes concernant le lendemain. Alors, ça c'est une réponse sur, je dirais, l'aspect macro de cette réflexion de la part de nos clients, mais en quoi la confiance et pourquoi spécifiquement le mot confiance en parallèle de l'engagement? Les entreprises veulent le changement. Elles communiquent autour de l'évolution, de l'organisation, des transformations, souvent à grand renfort de plans stratégiques, de valeurs d'entreprise, et puis aussi de communication interne. Et je dirais, c'est excellent, ça, c'est indispensable. Mais on se rend compte que s'il n'y a que ça, ça ne suffit plus à ce que les gens acceptent de se remettre en question et s'engagent dans le changement. Alors, pourquoi? J'ai envie de dire, souvent ils font le parallèle avec des bons messages un petit peu politiques, et puis ils se demandent finalement à quelle sauce on va être mangé. Et c'est vrai que la communication globale dans l'entreprise ne suffit plus aujourd'hui. La capacité à se réinventer, se remettre en question, et puis avoir confiance dans le lendemain, elle est très recherchée, ça c'est clair, mais elle ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas. Et finalement, on se rend compte que cet élément de confiance, il est fondamental pour permettre l'engagement. Alors, la confiance, finalement, c'est avant tout la confiance en soi. C'est-à-dire que c'est fondamental aujourd'hui que les entreprises puissent agir pour que chaque collaborateur, sur son poste, puisse avant tout grandir en confiance en soi dans son travail. Alors, on n'est pas dans la confiance en soi du winner qui ne pense qu'à lui. Non, c'est pas ça. On est vraiment dans la capacité, le sentiment d'avoir la capacité de faire une différence vis-à-vis de son écosystème proche, vis-à-vis de son client, essentiellement. Avoir confiance en sa capacité à véritablement avoir de la valeur ajoutée dans le cadre du projet d'entreprise. Donc la confiance en soi avant tout. Et après, bien sûr, il est très important de pouvoir avoir confiance en son collègue, son manager, son client, son fournisseur, l'écosystème proche, et bien sûr d'avoir confiance en son entreprise. Mais je dirais que la confiance dans l'écosystème et dans l'entreprise doit venir ensuite, et c'est elles qui déclencheront l'engagement dans l'action. On va dans quelques secondes justement sur
ce schéma de confiance, comment est-ce qu'on aide nos clients et en quoi les actions qui peuvent être menées peuvent redonner confiance dans les équipes et comment ça fonctionne? Alors, donc là, vous avez devant vos yeux donc, la pyramide de la confiance d'équipe. Alors, avant de rentrer dans l'action du manager et comment on accompagne les managers, cette notion de confiance, ça me semble important de dire que cette pyramide, on la travaille y compris avec l'ensemble des salariés. On peut très bien travailler sur la confiance en soi et son écosystème dans des formations notamment acteurs de sa qualité de vie au travail et aussi au sein d'équipes où on peut intervenir en séminaire d'équipe notamment. Alors, ce qui concerne le leadership de la transformation et particulièrement pour les managers. Donc, au niveau de la confiance en soi, vous avez écrit en 1, écoute et empathie. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'accès à la parole aujourd'hui est fondamental pour que le collaborateur puisse avoir confiance en lui. C'est fou. Avant toute chose, le manager doit permettre cet accès à la parole. Alors, on le sait aujourd'hui, de par toutes les recherches sur la psychologie du travail, l'accès à la parole, c'est finalement la base pour que le salarié se reconnaisse lui-même dans son travail. Il faut qu'il puisse dire son travail ressenti, son travail réel, et puis finalement qu'il puisse faire part d'éventuels décalages avec le travail prescrit. Alors, une fois qu'on a eu cet accès à la parole, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a le feedback du manager. Et il est fondamental sur 2 points. Bien sûr, le feedback positif inconditionnel, la reconnaissance, on sait que c'est le carburant vital de tout être humain au travail. On a fait une récente étude là-dessus. Vous pouvez consulter sur notre site en partenariat avec Filial. Les accès sont libres et on voit que cette reconnaissance est quelque chose d'absolument essentiel. Besoin de reconnaissance. Tout à fait. Deuxième type de feedback, il a plus à voir avec le courage managérial. Et finalement, on se rend compte que faire un feedback exigeant et bienveillant, notamment quand il y a un dérapage ou quand on n'est pas dans les clous, finalement, ça participe de la confiance du collaborateur parce qu'il a le sentiment d'avoir de l'importance pour son manager. Il faut bien sûr bien réussir ses feedbacks. Oui, pour autant, c'est d'autant plus important avec la génération Y et Z. Toutes les études qui ont été faites montrent qu'il y a paradoxalement à la fois un fort besoin d'autonomie, mais aussi un besoin d'échange permanent avec son manager et notamment un besoin de feedback. Et ça, quand on tourne dans les entreprises, quand on intervient dans les entreprises, on s'aperçoit que de façon extrêmement large, ce feedback est assez peu développé de la part des managers. Donc un vrai chantier là-dessus. Tout à fait. Certains de gars qui peuvent avoir du mal à recadrer, s'il fait son feedback de façon respectueuse, il participe vraiment de la qualité de vie au travail de son collaborateur. Alors, ensuite, sur la table d'au-dessus, là, on arrive sur effectivement les qualités qui vont faire aujourd'hui que le manager va plus être dans un management, j'ai envie de dire, on n'est plus dans le management par la perfusion, mais plus par l'infusion. C'est-à-dire, parce que grâce à l'exemplarité relationnelle, grâce à la simplicité, grâce à l'authenticité, être capable de dire aussi, je n'ai pas la réponse, le fameux management intentionné, on va petit à petit créer effectivement cette confiance en l'écosystème proche et dire, donnons la possibilité aussi aux êtres humains, ensemble, en autonomie, mais aussi en collaboration, de faire une différence, ne serait-ce que minime vis-à-vis du client. Et puis, on termine avec la confiance en l'entreprise. Alors là, une fois qu'on a le grand plan stratégique, finalement, on se rend compte que ça peut ne pas suffire pour que le collaborateur ait confiance dans son entreprise. Parfois, le manager lui-même perd confiance. Voilà. C'est plus très clair pour lui, il a des messages dissonants, il ne sait plus vraiment où il doit aller. Et là, c'est fondamental de développer chez lui la capacité à être en assertivité vis-à-vis de son propre management. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille également. Alors pour accompagner toute cette politique de développement, de régénérescence de la confiance, il y a un certain nombre d'outils que nous utilisons, particulièrement de méthodes de recherche autour de l'ANC,
l'approche neurocognitive. Quelques mots là-dessus, Caroline? Oui, tout à fait. Alors, comme il va de soi, mais je pense que c'est important de le dire, pour vivre et développer ce type de compétences parfois les plus simples, eh bien, il faut le vivre. Voilà. C'est-à-dire qu'on met en place des pédagogies expérientielles qui mobilisent aussi bien, j'ai envie de dire, avec tête, corps, cœur. Mais voilà, il faut que je l'ai vécu à l'intérieur de moi pour me rendre compte à quel point finalement la simplicité, l'exemplarité, l'écoute et le questionnement ouvert, c'est fondamental dans ma vie de manager. Donc, l'approche neurocognitive et comportementale, c'est un des outils qui permet de faire en sorte que on quitte une certaine rigidité, une certaine habitude par rapport à des modes de fonctionnement. On croit qu'on se fait plaisir en les gardant. C'est vrai, il y a une sorte de plaisir, une sorte de court instinct. Et on quitte ça pour pouvoir aller vers du renouvellement, de la créativité, une certaine nuance et eh bien, quitter les blocages pour aller vers la créativité. Il y a cet outil-là, il y a d'autres outils comme le Talent Insight, mais là, on ne va pas vous faire, j'ai envie de dire, toute une récitation. L'idée, c'est plus de partager avec vous quelques éléments fondamentaux sur cette confiance qui, on vient de le voir, est absolument essentielle et pour autant, est quelque chose qui n'est pas communément partagé dans les entreprises, loin s'en faut. Et donc, on souhaitait revenir là-dessus parce que ça nous semble essentiel. Chez Amplitude, toutes les actions que nous menons auprès de vous, elles sont sur ces principes qui renforcent la confiance. Pour résumer, Caroline, 4 grands principes qui vont permettre de restaurer, de faire vivre la confiance dans les organisations. Le sens de son travail, mais en même une vision globale. C'est-à-dire, aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de sens du travail, mais elles oublient de parler de la concurrence, elles oublient de parler des marchés, elles oublient de parler de la veille technologique. Tout ce qui fait que, effectivement, la valeur ajoutée du collaborateur va évoluer dans le temps. Ensuite, l'authenticité, j'en ai beaucoup parlé, mais je dois revenir là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis un manager qui est sûr et qui est convaincu que ça va marcher à tous les coups. Parfois, l'idée de dire, écoute, là, c'est important que tu poses la question, mon intention, c'est d'aller vers là, mais je ne peux pas t'assurer que ça va marcher à tous les coups. C'est ça aujourd'hui qui rassure les collaborateurs. La proximité et la valorisation du travail vont de pair. Plus les équipes travaillent au contact du client, plus il y aura de possibilités de valoriser l'apport de chaque salarié par rapport à ce qu'il apporte au résultat de l'entreprise. Notre actionnaire, Bernard Bourigeaud, fondateur d'Atos, dit finalement, toute personne qui, dans une entreprise, même de 50 000 personnes, n'est pas au contact du client, serait suspecte. Je pense que l'organisation qu'il a mise là est suspecte, mais en tout état de cause, si on veut pouvoir créer de la confiance, il est indispensable que j'aille proche de ces équipes, d'avoir une vraie qualité de présence quand j'écoute vraiment. Et cette équipe, plus elle est proche du client, plus il y a des possibilités de se rendre compte finalement en très court terme de l'impact de son travail et donc de valoriser le travail de chacun. Ce travail sur la confiance que nous allons mener va permettre à chacune des femmes et des hommes qui sont au cœur de votre organisation de se muer, de se transformer en leader de la transformation. Et pour nous, la conduite d'un projet, la conduite d'une entreprise, la conduite du changement, l'agilité, elle passe par là, par le fait que chacun des collaborateurs qui sont au cœur de vos organisations soit en confiance par rapport, on vient de l'évoquer, à eux et par rapport à l'organisation, aux autres, soit capable de sortir du cadre, soit capable de sortir de leurs habitudes, ose pour s'engager dans des pistes et dans des directions qui ne sont pas habituelles pour lui, soit capable d'être co-responsable, c'est-à-dire n'attendent pas seulement les directives de l'organisation, mais soit capable de prendre des initiatives et soit capable de s'approprier le changement et de mettre en œuvre un certain nombre de process, d'outils, méthodes qui vont permettre la transformation. Et enfin l'exemplarité relationnelle,
c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Exemplarité relationnelle vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de ses N-1 ou N+1, parce que on favorise la circulation d'informations, parce qu'on favorise le sentiment d'appartenance et parce qu'au final, une entreprise dans laquelle il fait bon vivre, c'est une entreprise qui est forcément plus efficiente. Voilà ce que cette confiance, voilà ce que les travaux qu'a évoqué Caroline vont permettre de faire, de transformer vos collaborateurs en leaders de la transformation. Alors, on va maintenant continuer ce tour d'horizon en vous donnant quelques exemples de benchmarks qu'on vous propose là d'échanger sur un certain nombre de clients pour lesquels nous avons mis en œuvre différentes solutions et qu'on va vous détailler maintenant. Première entreprise, Caroline, un client que tu accompagnes qui est TDF, groupe d'infrastructures industrielles, qui a vécu beaucoup de changements, de nouveaux actionnaires, de nouvelles directions, de nouveaux projets. Contexte en jeu, quelle solution avons-nous à apporter, Caroline? Alors, TDF, en règle générale, vous trouvez beaucoup d'accompagnement de services. L'idée est de quitter une certaine surprise qu'on avait l'habitude de donner à nos clients pour être plus dans une activité et dans une notion de rentabilité. On a accompagné les managers, pour certains qui étaient concernés par le plan GPEC, qui faisait que eux-mêmes allaient partir en retraite ou pré-retraite. Et c'est compliqué dans ces circonstances-là de porter la stratégie de l'entreprise. Donc, on a vu beaucoup de managers qui étaient assez bloqués en disant, ben voilà, bon, soit moi-même je m'en vais, comment je porte ça auprès de mes salariés, soit on me demande de faire de la qualité, mais avec moins de salariés. Bon, comment je fais? L'idée, c'est de travailler avec eux sur un projet d'équipe, en accord bien sûr avec la stratégie d'entreprise, mais un projet d'équipe qui venait d'eux, avec leurs valeurs, avec leur sens. Et une fois qu'il y avait ce projet d'équipe avec lequel ils se sentaient droit dans leur basket, eh bien de pouvoir présenter ce projet et vendre ce projet à leurs équipes. Alors, l'idée, c'est de dire, même si le projet d'équipe, c'est de continuer à faire de la qualité, eh bien, c'est toujours mieux d'aller vers l'avant et d'être au niveau de ces équipes vers une marche en avant que vers un blocage, une colère ou une inquiétude. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont apparus sur le chat. Vous êtes plusieurs à nous signaler des problèmes de son, donc on a fait ce qu'il fallait au niveau technique. Vous pourrez revisionner cette webconférence sur notre site en espérant que le son soit mieux. On pourra vous adresser les slides pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est plusieurs remarques parmi vous. Autre question, Caroline, qui nous est posée, quand on parlait tout à l'heure de parole, le chat qui est apparu, la question qui est apparue sur le chat, c'est: j'ai un codir plutôt fermé à ce type de discours. Est-ce réaliste de monter un projet de ce type? On va le voir au travers des prochains benchmarks dont tu vas nous parler. On a commencé par le dire et accompagner le codir. C'est vrai que c'est mieux si c'est porté par la direction. Bon, maintenant, on peut aussi partir des managers de proximité, des managers de managers, et puis ce qui est fondamental, bon, ça sera plus long, bien sûr, la transformation. Ce qui est fondamental, c'est de bien suivre les indicateurs de mise en pratique des plans de transformation, des plans de formation, voilà, pour qu'il y ait des éléments factuels à apporter au quotidien. Merci Caroline. Alors oui, autre exemple dont nous souhaitions vous parler, Europcar, loueur de voitures à la fois en B2B et à la fois en B2C. Et là, une problématique simple, faire passer l'entreprise d'une culture de gestion à une culture de conquête client. Là, plusieurs actions ont été mises en œuvre. Simplement vous parler aujourd'hui d'une qui a été travaillée avec le comité de direction en priorité. Qu'est-ce que nous avons fait? L'idée a été de ressouder, de favoriser l'émergence d'une vision commune en matière d'identité managériale pour faire que la transformation qui allait être demandée à l'ensemble des collaborateurs et à l'ensemble des lignes managériales
soient portés d'une même vision, d'une même voix, avec une même volonté. Donc, toute une série d'ateliers de travail, toute une série de travaux à la fois individuels avec chaque membre du CODIR et collectifs pour recueillir cette vision, pour comprendre cette vision, pour mettre en commun cette vision et définir d'un certain nombre de plans d'action qui vont permettre l'alignement dont je parlais. Et là, il a été nécessaire de travailler sur le quoi, sur le pourquoi, sur le comment, et nous avons travaillé aussi sur la capacité à fluidifier notamment la communication interne au sein même du comité de direction. Vous le savez, pas dans vos entreprises, mais dans certaines, on voit bien que les comités de direction sont souvent fonctionnent, je dirais, en silo et que l'information communique pas bien. Une transformation ne peut pas se faire si on a un comité de direction qui fonctionne en silo. Donc, un des chantiers qu'on a mené avec ces comités de direction, outre que d'avoir travaillé sur l'identité managériale, ça a été de fluidifier l'information. Donc, on a là-dessus travaillé sur les styles de leadership, sur les styles de comportement, sur les styles d'interaction, et ça nous a permis de travailler à la fois sur le fond, c'est-à-dire cette vision et cette mise en œuvre, et à la fois sur la forme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fluidifie l'information au sein du comité de direction. Et vous le savez, un comité de direction qui partage une vision, un comité de direction qui communique bien et un comité de direction qui impulse une dynamique, eh bien forcément, derrière, ça fonctionne beaucoup mieux. Non, Caroline, nous sommes qu'à 19 minutes et 50 secondes, donc nous avons tout le temps. L'ordinateur le ment. C'est parfait. Nous allons voir un troisième cas, le cas d'une filiale d'un grand groupe NJ pour ne pas le faire, qui lui aussi a travaillé à partir du comité de direction. Mais alors là, pour le coup, d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a décidé de dépasser la même formation à toute la ligne managériale, comité de direction compris. Donc l'idée était vraiment d'être en maximum cohérence pour mener cette transformation. Ça accompagne également, là, pour le coup, un plan de redéploiement des équipes. Alors, ce qui est intéressant, et je dirais, pour le coup, là, ce qui va être le temps fort, c'est qu'on a mis en place des actions co-brandées avec l'entreprise elle-même et soignées, mais surtout ce que j'appelle le blended learning total. C'est-à-dire là, on a fait pas total. Aussi bien une communauté de managers en ligne que des webconférences, des classes virtuelles, des présentiels, un séminaire qui regroupe toute la ligne managériale. L'idée, c'est de dire que ce plan de transformation, cet accompagnement, on va le mener dans le temps. Et le tout à l'intérieur d'une école du management. Merci Caroline. Dernier exemple, Laura Merlin. Oui, alors là, on est sur ce dont je vous parlais concernant l'approche neurocognitive et comportementale, c'était une zone d'habitude, une zone de confort pour pouvoir réapporter une valeur ajoutée différente pour eux-mêmes, pour leur environnement. Alors, on s'est appuyé d'abord sur les populations RH, pour ensuite pouvoir le déployer au sein de plusieurs équipes, et puis des accompagnements en coaching individuel et en séminaire. Merci Caroline pour ces différents exemples. En guise de conclusion, comment une entreprise qui souhaiterait favoriser cet engagement, redynamiser cette confiance parfois perdue, érodée, quelques conseils rapides pour conclure ces échanges, Caroline. Donc, on en a déjà parlé. Accompagner l'expérience en même temps, en commençant par je réinsiste à la parole, aussi bien en individuel qu'en collectif. Alors, l'idée, c'est pas de mener des thérapies, collectif, c'est pas ça. Un groupe d'échange sur le travail réel, ça a des règles, c'est animé par des psychologues, c'est extrêmement structuré et concret, mais on peut travailler aussi en co-développement au niveau collectif. Et puis, partir du principe qu'aujourd'hui, si moi, en tant que manager, j'ai encore peur des réactions de mon collaborateur, je ne vais pas pouvoir être leader de la transformation.
leur apporter quelque chose, ne serait-ce que par l'écoute et la reconnaissance. Et puis, à mon avis, c'est important de coupler avec des actions qui vont faire que chaque collaborateur à son niveau puisse se saisir de sa propre qualité de vie au travail, lui aussi se donner accès à la parole, lui aussi se donner accès à une meilleure confiance en lui. Merci beaucoup Caroline pour cette conclusion. Merci à tous pour votre participation toujours aussi importante. Désolé pour les problèmes de son qui semblent avoir eu lieu pour certains et certaines d'entre vous. Encore une fois, vous pourrez revisionner cette webconf sur notre site internet. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, nos coordonnées vont s'afficher dans quelques secondes et en tout état de cause, on pourra vous nous envoyer un mail, on pourra vous envoyer les slides si vous le souhaitez. On vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 13 juin de 11h30 à 11h50, 12h, recadré avec bienveillance, exigence et respect. C'est un des sujets que tu évoquais en introduction. On verra comment pratiquer cela. Et puis ici, vous avez enfin nos coordonnées qui s'affichent. Merci Caroline. Merci Alicia pour l'organisation de cette webconférence. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. À bientôt. Au revoir.